à cœur. C'est pour ça qu'en fait, on a souhaité être partenaire en fait, de cette compétition importante, cette compétition qui permet à des jeunes de toute l'Europe de l'Est de participer et puis de connaître aussi Corté. C'est aussi une façon de mettre en lumière aussi notre université et puis aussi de renforcer en fait ces compétences en échec qui, pour nous, sont... moi j'ai 3 enfants, hein, 3 enfants qui ont participé à Ajaccio dès la plus petite année de maternelle, enfin non, c'était un peu plus tard, à ces cours d'échecs. Et je pense que ça leur a énormément apporté hein, dans leur cursus de formation, dans leur cursus universitaire. Ça a permis aussi de développer des compétences voilà, à la fois d'innovation, de créativité aussi, parce que je pense que jouer aux échecs aussi, ça permet de renforcer certaines compétences dont on a besoin tout au long de sa vie. Et voilà, moi je suis très très heureuse voilà, qu'on puisse poursuivre cette relation qui est déjà ancienne, mais qui est en train de se renforcer aujourd'hui à travers cette compétition à l'université. Et puis on a plein de projets, peut-être de chaires, peut-être voilà, qu'on avait évoqué déjà il y a plusieurs mois. Et ce sera peut-être l'occasion aussi voilà, d'échanger à nouveau sur ces projets. Voilà, donc bon vent à tous, bon travail à tous. Et puis on est là aux côtés pendant la compétition et on sera présent par la suite aussi. Voilà. Merci Graciela. Donc le colloque aura pour thème les multiples apports des échecs au service de la réussite des études, autrement dit connecter l'excellence des échecs avec, et on ne peut mieux faire avec l'université, avec l'Universidad de Murcia. Voilà, nous avons des conférenciers de haut niveau. Nous avons la chance de recevoir très rapidement, je vous les présente, Guillaume Gérand, qui est ici, qui va commencer, voilà, qui est docteur en physique à l'Université de Mulhouse, mais qui a fait tout son parcours, tout son cursus échiquéen ici, au sein de la Ligue, et nous parlera de son expérience. Également le grand maître Victor Bologan, qui est le directeur exécutif de la FID, qui viendra vraiment nous faire part de son expérience en tant qu'entraîneur de haut niveau, en tant que grand maître et en tant que docteur également des sciences d'éducation physique. Et Léo Baquès, que je présente, même si on ne le présente plus, je le présente quand même, voilà, grâce à qui les échecs ne seront pas évidemment ce qu'ils sont aujourd'hui à la Ligue, puisqu'en 23 ans, Léo a vraiment mené un travail extraordinaire avec son équipe. Voilà. J'en dis beaucoup du bien, parce que je faisais partie de l'équipe également. Mais voilà, par tête d'habitant, vous connaissez la réussite de la licorne des échecs, et Léo nous parlera de cette expérience et de cette stratégie qu'il a réussi à mettre en place. Voilà. On va commencer peut-être avec Guillaume, ensuite te mettre en place. Et on va... Merci. Oui, ça va, ma voix porte assez haut pour le micro. Quand tu veux. Essaye. Ça va? Là, c'est mieux? Oui, un petit peu. On va garder le micro. Alors, du coup, moi, je vais vous présenter un retour d'expérience sur les échecs dans la scolarité, la place à l'école primaire, mais également dans les études supérieures. Tout ça sur mon approche personnelle. Donc, pour commencer, sur les échecs, un atout pour la scolarité à partir de mon approche personnelle, du coup. Ce qu'on pourrait dire déjà dans les compétences que vont développer le jeu d'échecs, c'est des capacités de concentration et d'organisation. Donc, la première fois que j'ai appris à jouer aux échecs, c'était en CM1. Et avant de nous apprendre les règles du jeu, le déplacement des pièces, la première des choses qu'on nous a appris, c'est à nous concentrer, c'est à être attentif à la leçon qui va être enseignée sur le jeu et à être concentré sur l'échiquier et à adopter une posture de concentration. Cette posture de concentration, elle peut être différente en fonction de la personne. Ça peut être une posture en prenant les mains dans sa tête, bien focalisée sur l'échiquier, une posture droite face à l'échiquier. Tout dépend en fait de la manière
dont on est à l'aise en fait pour être concentré devant sa partie. Et toute cette capacité de concentration ensuite peut se transposer dans les matières fondamentales qui sont enseignées à l'école, telles que le français, les maths, puisque l'élève va ensuite être capable d'être très concentré face à un exercice de maths sur lequel il est confronté, ou un exercice de français, une dictée. Bien, tout est transposable en fait aux autres matières fondamentales enseignées à l'école primaire. Et cette concentration donc, aux échecs, hein, elle a de multiples apports, puisqu'elle va permettre pendant une partie d'être focalisé sur les menaces de son adversaire, d'être focalisé sur son plan de jeu, tout en faisant le vide dans sa tête et en ne gardant qu'une vision des choses, c'est la partie. Donc comme je vous l'ai dit, il y a les échecs qui développent à l'école des capacités de concentration, mais aussi des capacités d'organisation. Puisqu'après quelques séances d'apprentissage fondamental aux échecs sur le déplacement des pièces, le rock, le développement, on commence à arriver aux premières parties. Et qui dit première partie, dit qu'on rencontre des nouvelles positions, on commence à faire ses premiers plans, ses premières stratégies, ses premières tactiques, ses premières gaffes également. Et on commence à voir qu'il faut organiser les idées dans sa tête, du coup. Et cette organisation, elle vient en aval, si je puis dire ça comme ça, de la concentration. Donc l'organisation des idées dans sa tête est très importante pour pouvoir concevoir un plan de jeu, pour pouvoir analyser les coups de son adversaire, savoir si les menaces sont dangereuses, savoir si le plan de son adversaire est correct, et cela permet également de calculer les différentes variantes. Donc une variante aux échecs, c'est différentes possibilités de coups à partir d'une position donnée qu'il est possible de jouer. Donc ça demande une certaine organisation, puisqu'il faut vraiment organiser tous les plans dans sa tête, et tout cela en fait est transposable également aux matières fondamentales, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et également dans l'organisation de ses devoirs, puisque tout cela va permettre d'avoir une meilleure conception de sa façon de faire une fois qu'on a terminé les cours pour pouvoir faire ses devoirs, et également pour un problème de maths, de savoir organiser ses idées pour résoudre un problème donné en mathématiques. Également, à partir d'un certain nombre de cours reçus à l'école primaire, on commence à développer des capacités de calcul mental, du coup, puisque tout joueur d'échecs sait qu'il est très important de bien calculer pour pouvoir mener à bien une partie. Et ça, c'est une capacité qui est également très, très importante en mathématiques, puisque le calcul mental fait partie aujourd'hui des capacités que le ministère essaie de remettre en place au niveau de la scolarité pour les élèves du primaire. Donc voilà, pour moi, c'est les trois, on va dire, capacités et compétences fondamentales que j'ai réussi à sortir de ce que j'ai pu apprendre quand j'étais à l'école primaire. Alors ensuite, aujourd'hui, donc, la place des échecs dans l'enseignement supérieur, c'est le thème central du colloque d'aujourd'hui. Et on pourrait se demander donc quel pourrait être l'outil que pourraient apporter les échecs et qui serait au service des étudiants et des différentes disciplines. Alors déjà, le jeu d'échecs, c'est un jeu qui regorge d'énormément de stratégies, de tactiques, de choses qui sont connues, répertoriées dans des livres et qui ont traversé l'histoire. Et ça, c'est également le cas de nombre de disciplines telles que les mathématiques, tout ça. Mais la part, en fait, différente des échecs, c'est qu'il y a toujours une part d'inconnu. On peut connaître différentes stratégies, différentes tactiques, mais on va toujours avoir une part d'inconnu sur l'échiquier qu'il faudra traiter.
Et ça, c'est très important pour les étudiants, puisque bien entendu, les étudiants ont une part de connaissances fondamentales. Alors moi, j'ai une approche très scientifique, puisque je suis docteur en physique, du coup, je n'ai pas l'approche, on va dire, de littérature, de droit ou de sociologie. Mais en approche scientifique, en tout cas, je sais que les étudiants ont une énorme connaissance fondamentale à avoir, des théorèmes en mathématiques, en physique, et de plus en plus, on leur demande, et très tôt dans l'enseignement supérieur, de concevoir des projets. Et ces projets, du coup, laissent pas à l'inconnu, en fait, et cet inconnu peut se transposer également aux échecs dans les parties qu'ils vont rencontrer, en fait. Et également, cette part d'inconnu, elle se retrouve aussi dans les examens, puisque bien que les examens soient souvent un contrôle de connaissances, il y a quand même une part d'exercice inconnu qui est mis à l'examen et où l'étudiant doit se confronter pour être capable de faire face à une situation qu'il ne connaît pas. Et là où le jeu d'échecs pourrait énormément apporter, c'est à ce niveau-là également. Confronter l'étudiant à une situation qu'il ne connaît pas. Alors, cette part d'inconnu, elle devient prépondérante ensuite dans le monde de la recherche lorsqu'on atteint le master recherche et le doctorat, puisque le but du doctorat, c'est de développer de nouvelles voies de recherche, de nouvelles techniques d'identification, de nouveaux procédés. Et du coup, les échecs également peuvent aider à ce niveau-là pour affronter ces passages inconnus avec donc, des qualités de persévérance, de volonté qui sont très importantes pour un chercheur pour mener à bien ses travaux de thèse et ensuite ses travaux, on va dire, d'encadrement de la recherche comme je peux aujourd'hui en mener. Donc le fait d'être confronté à une situation inconnue, de devoir se creuser la tête sur la conception de plans, sur les différentes tactiques qu'il peut y avoir dans une partie d'échecs, aide énormément dans le monde de la recherche à essayer de creuser de nouvelles idées, de nouveaux parcours qui n'ont pas été avant envisagés dans la théorie. Et également, donc cette part de la recherche est également transposable à ce que je disais avant. Il y a une part de savoir qui est déjà répertoriée dans la littérature avec les publications et une nouvelle part qui doit se créer de la même façon que l'on crée une nouvelle partie d'échecs. Alors également, quelque chose, on va dire, de plus ludique, mais qui pour moi ramène en fait aux compétences fondamentales qui sont acquises en primaire, c'est la concentration. J'avais pour but, pendant mes pauses, de jouer quelques parties d'échecs en doctorat. Et ça peut être drôle, on va dire, au premier abord, mais franchement, ça apporte en fait une reconcentration de l'esprit sur un objectif donné. Et ça permet ensuite de se recentrer sur son objectif de travail de recherche, que ce soit dans le traitement de données, dans les expériences ou dans les simulations numériques. Encore une fois, avec toute mon approche scientifique, puisque, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai que cette approche-là, du fait que je sois docteur en physique. Et une dernière, pour moi, approche des échecs, que l'on voit très peu, qui est une phase très peu connue, mais comme les échecs sont un sport, et tout sport doit être arbitré, du coup, et en plus d'être joueur d'échecs, je suis arbitre fédéral d'échecs et également arbitre fédéral dans un autre sport qui est le futsal. Et l'arbitrage, on pourrait se demander en quoi ça consiste aux échecs. Je dirais que la compétence principale d'un arbitre, c'est d'être un bon manager. Et ici, on a un grand arbitre qui est avec nous, Stéphane Escar, qui est arbitre international et qui est l'un des plus grands arbitres sur la scène internationale et qui pourra en témoigner également, mais le management des joueurs, c'est une qualité fondamentale pour un arbitre et c'est également une qualité importante pour un étudiant qui va sortir de ses études, puisque en master, on insiste de plus en plus sur le management de projet, sur le management d'équipe. De plus en plus d'étudiants qui sortent de master vont devenir cadres dans les X prochaines années suivant les études.
Et l'arbitrage aide énormément à travailler ses qualités de manager. Alors bien entendu, entre les échecs et le futsal, le management n'est pas le même, ça c'est sûr. C'est beaucoup plus simple aux échecs, bien qu'à un certain niveau, voilà, il y a également le niveau professionnel qui arrive et le management se doit d'être rigoureux et c'est très facilement transposable à ce que je lis dans l'arbitrage du futsal, mais aussi à ce que peuvent apprendre les étudiants grâce à cette fonction. Donc voilà, les échecs sont un atout très important pour les étudiants, puisque par les différentes voies que peut apporter ce jeu, que ce soit le jeu en lui-même, ou que ce soit voilà, des à côté comme l'arbitrage, ou même plus loin, jusqu'à l'enseignement des échecs qui peut préparer les futurs professeurs à enseigner d'autres matières, ont vraiment une place importante à l'université à mes yeux, et dans les prochaines années, et pour toutes les différentes disciplines, même si, bien entendu, comme je le répète, j'ai l'apport scientifique du coup de ma vision, mais je pense que ça peut tout à fait s'adapter également à des étudiants en droit ou en d'autres matières plus littéraires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Guillaume. Donc les échecs, ton approche empirique, très, très intéressant. Vous l'aurez compris, dans cette approche empirique et un témoignage de Guillaume dans l'accompagnement de la structuration de la pensée, si j'ai bien compris, dans la concentration également et dans le management, donc tout ce qui peut servir à connecter les échecs comme outil d'excellence pour aider, pour accompagner les étudiants dans leur cursus. Merci Guillaume. Le prochain qui va intervenir, vraiment, nous pouvons nous réjouir de recevoir un invité d'une telle stature. Il est directeur exécutif de la Fédération internationale, il est grand maître international, docteur d'État dans les sciences de l'éducation, et il va nous parler donc de la tactique, la stratégie échiquienne, en quoi ça peut être transposable comme outil d'analyse dans le monde contemporain dans un premier temps. Voilà, je voudrais que l'on applaudisse Victor Bologan qui va venir nous faire cette exposition. Le grand maître Bologan. Un grand ami de la Corse et qui m'a dit la Magagne, qui est à bonne école ici. C'est mon professeur, Léo. Et j'étais la première fois ici en Corse, ça fait 24 ans. Oui, 98. J'ai presque gagné le tournoi. À l'époque, on était un bon Oui, on commence, oui. D'accord. Bon, je vais me présenter un peu. J'essaie de parler français bientôt. Si ça marche, ça marche. Sinon, je vais changer à moldave. Oui. Merci. Alors, j'ai 50 ans. 40 ans de ces 50, je suis aux échecs. Je faisais tous aux échecs, c'est possible. J'étais dans l'école d'échecs comme étudiant, après j'ai fini la faculté de sport de Moscou, la cathèdre d'échecs, j'ai défendu ma thèse de doctorat en pédagogie aussi là-bas, alors 7 ans des études approfondies. Je suis grand maître, je m'entraînais avec, je sais pas, environ 5-6 champions du monde, avec tout Kasparov, Karpov, Kramnik, Ponomaryov, Shirov,
tous des bons copains, on reste des amis avec eux. Le plus que ça, après ça, je suis maintenant l'entraîneur principal de l'équipe du Qatar national, j'habite à Qatar. Et je veux vous raconter maintenant, donc bien sûr, directeur exécutif de FIDE, comme manager déjà au niveau administratif, on fait beaucoup de programmes, spécialement l'éducation, échec à l'éducation, ça veut dire dans tous les niveaux d'éducation, on essaie d'introduire l'échec, d'aider les formateurs, les professeurs pour le faire. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter deux projets que je suis vraiment occupé avec. Un projet, c'est on a commencé l'été dernier un cours à l'université de Northwestern du Qatar. Voilà. Cette course était fait avec mon collègue, c'est le professeur Jairo Lugo Ocando. Lui, il a changé maintenant pour l'université de Sharjah comme décan, mais l'année dernière, il était au Northwestern à Qatar, à Doha. Et là-bas, on a décidé de faire un cours qui s'appelle Échec et réflexion stratégique. Un cours pour changer de vie et améliorer l'expérience des étudiants. Exactement, Guillaume nous racontait les bénéfices d'échec pour les étudiants de tout niveau. Votre famille aussi, vous avez fils et filles? Un fils et deux filles. Un fils et deux filles. Moi aussi, j'ai 3 enfants et je jure que l'échec c'est très bon pour nos enfants. Même ils ne jouent pas professionnellement aux échecs, mais au niveau, ça aide beaucoup. Mais on parlera ici exactement sur cette course échec et réflexion stratégique parce que l'idée c'était de rentrer au monde scientifique américain plutôt paraître reconnaître au niveau du crédit. Alors notre crédit, ce cours-là, il est reconnu dans toutes les universités américaines. Ils ont donné un crédit. Je crois que tout ensemble, ça a besoin de 60 pour finir les études. Ils ont besoin de 60 de crédit. Okay. Un des eux pour cette course, il était donné pour cette course. Et le cours s'était appelé Échec et réflexion stratégique. On a pensé comment lui appeler parce que j'aimais beaucoup aussi l'idée de penser, de réflexion critique. J'aime aussi beaucoup, ça fait partie, mais c'est déjà stratégie critique, c'est très important, spécialement aujourd'hui, parce que on est vraiment manipulé par tous les médias et personne ne pense maintenant en critique. On ne doit pas penser. C'est tout décidé pour nous et voilà. Et c'est bien, et spécialement d'utiliser l'échec pour avoir la possibilité de penser critique et, si c'est possible, stratégique aussi. Alors, le premier contact a été entre le Qatar Chess Federation et Northwestern University. On a ouvert d'abord un groupe d'échecs dans l'université. C'est un peu pareil comme ici, un peu pareil. Et pour voir les réactions des étudiants, c'était très positif. Le meilleur indicatif, c'était qu'une soirée, je ne sais pas, 5-6 heures du soir, l'après-midi, ils ont été venus 30-40 étudiants pour jouer aux échecs. Pour nous c'était le succès parce que c'est clair que les étudiants, s'ils veulent, ils peuvent faire des autres choses plus utiles que l'échec. Mais ça veut dire que c'était vraiment un grand intérêt pour l'échec. Et un autre challenge, une autre question, c'était parce que de comprimer le cours dans 5 semaines, parce que normalement le cours c'est très large, mais on a réussi de le comprimer dans 5 semaines. Et spécialement, c'était toujours le Covid. La plupart, on a fait en ligne. Seulement la dernière semaine, on a réussi parce que c'est toujours, tu peux aller à l'université, tu peux pas. Vous connaissez ça, c'est bien aussi. Et c'était les premières 4 semaines, c'était en ligne. Et
Et échec, c'est bien parce que échec, tu peux vraiment travailler en ligne avec les étudiants. Et la dernière semaine c'était en personne, en présence. Ok, ces cours a permis aux étudiants de développer une pensée stratégique et critique à travers la théorie des jeux et les échecs. Ça, c'est très important parce que je veux vous donner après le syllabus de notre cours pour voir ce qu'il y a dedans, mais c'est quelque chose grâce à, bien sûr, à mon collègue Kyle, c'est lui qui s'est occupé de cette partie théorique, on peut dire. Et il a fourni, le cours, il a fourni des techniques théoriques et pratiques pour améliorer les compétences de réflexion stratégique et différents moyens de conférences d'ateliers. Alors, ce cours, il fait part du programme d'art libéraux et système de crédit. Ça, c'est important parce que c'est toujours difficile de trouver une bonne place pour l'échec dans le système d'éducation, spécialement américain. Et on a trouvé cette place là-bas dans le programme art libéraux, normalement, le triangle pédagogique, c'est les compétences transférables, le pensée critique et le pensée stratégique. Et échec, ils donnent tous. Au niveau, en forme du jeu, mais on peut apprendre et développer tous les trois paramètres. Et bien sûr, c'était important que c'était une combinaison de la théorie et de la pratique dans cette cours. On a fait beaucoup des ateliers d'échecs. On a passé sur les bases des échecs, comment bouger le pion. Je m'excuse, il y avait des étudiants, c'était 20 étudiants, presque tous qataris. Je crois que 16 filles et seulement 4 garçons. Alors, mais ils ont commencé du zéro, il a bien avancé, et c'était une combinaison exactement. Pas que pour l'échec, les tailleurs aussi, on a fait des situations qu'ils doivent penser et utiliser les théories qu'on a données pendant le cursus. Alors, pour avoir la possibilité d'être confirmé ce cursus, on doit présenter les objectifs. Les objectifs, c'était examiner l'impact des notions de base autour de la stratégie, acquérir les bases de la pensée critique. On a donné les idées principales sur ça. Acquérir les connaissances fondamentales sur la théorie et complexité du jeu, ça c'est important aussi, parce que c'est bien pour les étudiants qui savent ça. Développer des meilleures attitudes envers la pensée mathématique et logique. Bon, comme j'avais dit, on a donné les apprentissages, les bases du jeu d'échecs. Être capable d'engager, d'expliquer les aspects des fondamentaux de pensée critique et de la réflexion stratégique. Être capable d'utiliser la théorie du jeu pour résoudre les problèmes, savoir utiliser la complexité pour prendre des décisions parce qu'on vit dans un monde vraiment complet et voir les situations en complexe, c'est vraiment, c'est pas facile pour voir tous les facteurs qui influencent la situation. Être capable d'expliquer et d'articuler le contexte politique et historique de la réflexion. Comme tous les étudiants, ils ont été d'une faculté de médias, c'était important qu'ils puissent analyser une situation complexe, donner une analyse et même suggérer des décisions, des solutions pour une situation soit politique, soit business, soit une crise militaire, pour savoir comment on le fait. Voilà. On a déjà parlé sur les choses qu'on doit livrer, les livrables, l'esprit critique, réflexion stratégique, compétences transférables et employabilité. Ça, c'est très important parce que c'était ma question à Guillaume. Est-ce que l'échec t'a aidé pour avancer dans ta carrière au niveau des civils, au niveau
si quelqu'un il voit que tu as dans ton CV, CV, oui, CV. Est-ce qu'il t'a aidé ça ou pas dans ta carrière? Alors, pas forcément pour moi, parce que j'ai été embauché en tant que maître de conférence à Mulhouse, du coup, et j'ai pas eu de questions sur le fait que je jouais aux échecs ou non. Mais après, je pense que pour d'autres personnes, pour d'autres types de métiers, ça peut aider beaucoup plus. Notamment pour des métiers où pour manager ou pour professeur des écoles aussi, ça peut être un atout très important. Oui, exactement. D'abord, pour le CV et aussi les étudiants, déjà, je sais que c'est ici l'histoire, ce que vous formez ici à les professeurs qui peuvent donner déjà le cours d'échec ici à l'université, c'est ça? Oui. Et alors, après ces cours-là aussi, les étudiants déjà sont bien instruits pour ça. Alors, l'employabilité, c'est aussi un des avantages. Voilà, c'est pas un peu c'est tout. Au niveau. Oui, c'était le cours, c'était bien passé. On a eu de très bons feedbacks au fin du cours. On va continuer ça, même on va donner cours pareil pour les exécutifs, comme une business school au niveau. On va continuer avec ça. Je peux vous montrer un peu, comme j'avais promis, le syllabus déjà c'est en anglais. Ok. Le point principal, le thème principal qu'on a passé, Basic Knowledge and Skills and Chess, les bases d'échecs, les pensées stratégiques, les pensées critiques, la théorie du jeu, la théorie du complexe et la stratégie du conflit et confrontation. Ça, c'était le plus important. Le cours était... c'est très important de savoir comment évaluer les étudiants. On a donné du 100%, on a donné 10% pour la tendance, et la tendance était correcte, la tendance, oui. Évolution. Non, présence, la présence était presque 100%, et je veux dire que c'était vraiment toujours parce que c'est pas beaucoup de fois les professeurs ils se pleurent parce que les étudiants n'écoutent pas, il n'est pas motivé, mais là-bas c'était 100% motivation, c'était toujours là, pendant ces 5 semaines, presque 95% c'était la présence et c'était bien. On a donné 10%, mais c'est important de donner quelques pourcentages pour ça, c'était 10% pour ça. C'était pour le test, on a fait un test avec des problèmes d'échec, c'était 30%, 10% c'était pour un tournoi d'échecs, et on a donné, et 50% c'était le plus important, c'était ils ont écrit un essai, et dans cet essai, ils doivent utiliser toutes les connaissances, toutes les terminologies, toutes les idées qu'on a données pendant le cours. Ça c'était le plus intéressant, j'ai lu les 20 essais, je l'ai analysé, ils ont utilisé beaucoup la littérature sur ça, et c'était vraiment... Et ça se voit qu'ils vraiment l'utilisent et ils commencent à comprendre comment ils peuvent utiliser des idées qui viennent d'échecs aux vie normale. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le temps, mais je crois qu'on est bon. Oui, très bien pour moi. Ouais. D'accord. Si vous avez des questions, je peux vous répondre sur ça. Sinon, voilà. Moi j'ai une question. Oui. Donc c'est des cycles de formation, des séminaires de formation qui sont inclus déjà de Business School. C'est au sein du cursus de formation à destination d'étudiants en management, en commerce, ou est-ce que c'est différents cycles de formation dans lesquels ils peuvent s'inscrire? Celui-là, on a commencé
dans l'université, c'était pour tous les étudiants de 5 universités, parce que le Qatar Foundation, il y a 5 universités dedans, c'était ouvert pour tous, mais comme on a juste commencé, je ne sais pas pour quelle raison, mais les autres, ils n'ont pas joindre, seulement les facultés de médias, ils ont été présents. Mais cette crédit, c'est valable pour tous. Les choses pour l'exécutif, on va faire un autre cours, c'est beaucoup plus serré, c'est beaucoup compact, parce qu'une semaine maximum, parce que l'exécutif, ils ont besoin, mais on va parler des choses pareilles, de la stratégie, de pensée pratique, des théories du jeu et tout ça. On va faire ça. Mais c'est des choses différentes, mais c'était très important qu'on a le précédent, on a le syllabus déjà confirmé par l'autorité américaine. Maintenant, on s'occupe d'écrire un livre académique sur cette course. Comme ça, tout le monde peut, même ici en France, on a pensé, si le monsieur du ministère de l'Éducation viendrait ici, on va le partager, mais après on peut l'envoyer. Merci beaucoup, Victor. Peut-être le prochain, si vous avez des questions. Voilà, avant de faire une pause, peut-être le prochain, peut-être Léo, si tu veux bien venir. Voilà, et Victor reviendra pour un autre thème. Simplement, merci de ce retour d'expérience sur le cursus académique qui a été mis en place dans les universités qataries, sur un modèle, si j'ai bien compris, américain de crédit. C'était très intéressant. D'ailleurs, avec la Fondation et la Licorne des échecs, c'est une idée importante pour nous d'utiliser les échecs un peu comme outil d'échange, comme un vecteur d'intégration, justement, pour aller voir d'autres universités, pour faire des échanges à travers les échecs qui peuvent être un outil formidable pour ça. Voilà. Je voudrais remercier, avant de continuer et de présenter Léo, le président de l'université, M. Federici, qui est venu en début de colloque échanger avec nous une bonne demi-heure sur les échecs. Également Patrick Rossi, qui représente le pôle sport universitaire ici, voilà, parce que les échecs sont un sport et c'est quelque chose d'important qui a été mis en place par Léo il y a maintenant pratiquement une dizaine d'années ici au SUAPS, et quelque chose qui marche bien auprès de nos étudiants. Voilà. Et donc Léo Battès, qui a mis en place la Licorne des échecs, il a été l'artisan avec son équipe, et c'est pour ça d'ailleurs que la Licorne des échecs connaît une telle réussite. Donc nous avons de la chance de l'avoir aujourd'hui. Il va nous parler de son expérience, de sa vision, de sa stratégie. Voilà, merci Léo d'être là. Merci à toi, Aka. Je suis très heureux d'être là. Je ne rentrerai pas dans les traditionnels autour de compliments. Mais enfin, je suis obligé de dire que je suis très fier de ce parcours et des rencontres humaines, des expériences que nous avons eues. Ce n'était pas facile, parce que les échecs, certes, ont une image de séduction, mais une image qui était à l'époque très élitiste, voire c'était un peu marginal, et pas tellement sportif, il faut bien le reconnaître. Et puis, il faut aussi le reconnaître, le monde échiquéen n'était pas pour arranger les choses. Il était, même toujours il est malheureusement, dominé par une conception très élitiste des échecs, très cynique des échecs, d'aspiration, je ne veux pas faire de parallèle politique, mais l'aspiration soviétique du résultat pour le résultat, c'était quelque chose. Et on voit que dans la conception des échecs qui prévalait bien sûr aussi au niveau de la Fédération française, même si cette fédération était une fédération qui déjà était plus évoluée que les autres fédérations, elle était organisée de manière plus intéressante, il y avait cette conception que les échecs, c'est quelque chose finalement où il faut qu'on ait les meilleurs joueurs, qu'on gagne les meilleures compétitions. Rappelez-vous aussi que c'était un affrontement entre l'Est et l'Ouest qui était considérable, l'importance qu'a pris le match Fischer-Spassky en 1972 en Islande. C'était, dans ma génération, c'était quelque chose d'incroyable, ce que représentait cette guerre à travers les échecs. Et c'était surtout cela. Alors, on était admiratifs, je pense, mais c'était cela. Et puis,
Et c'est ce que je voulais un peu dire. Certains d'entre vous m'ont souvent entendu développer cela, je m'excuse par avance, j'essaierai de renouveler mon vocabulaire pour ne pas être trop redondant. Hein. Mais je dois dire que ce que j'ai constaté tout de suite, c'est le grand paradoxe au niveau des échecs, c'est-à-dire que le joueur d'échecs, c'est la chose qui est la stratégie et la tactique, et qu'il doit savoir où il veut aller pour mettre tous les instruments tactiques qu'il a pu acquérir au service de cette finalité. Bon, ça on réussit plus ou moins bien selon la force tactique des joueurs, mais c'est ça, c'est toujours été ça. Et puis pour développer les échecs, il n'y a aucune réflexion stratégique, aucune. Si ce n'est de continuer dans ce qui se faisait, Et moi, bon, je vous passe sur mon expérience personnelle, y compris au niveau politique, je ne suis pas là pour ça, même si je dois dire que j'ai été nourri de cette expérience politique et qu'elle m'a animé dans la construction de la vie, c'est clair. Je vais quand même en dire un mot de mon expérience politique. Vous savez qu'en 92, j'ai démissionné de toutes mes responsabilités politiques en Corse. J'étais élu à l'Assemblée de Corse, j'avais pas mal de responsabilités, et j'ai appelé à la dissolution du FLNC. Et je considérais que nous étions au bord d'une guerre civile, d'abord entre nationalistes, qui malheureusement s'est produite, et que c'était une impasse. Et puis, comme j'avais un petit gosse qui maintenant n'est plus tellement petit d'ailleurs, Saül, mon fils qui était, aimait jouer aux échecs, un jour, je l'ai amené avec moi, il voulait jouer, j'ai dit il doit bien y avoir un club à Bastia. J'avais entendu, je crois qu'il y avait eu, j'avais vu un article une fois dans le journal, je crois que c'était ça, au sujet d'un tournoi de la Toussaint, je crois. Et puis je vais dans ce club, je rentre dans ce club. Déjà, même si j'étais connu à l'époque, j'ai un peu, je vois tout le monde tourner le dos, je vois une fumée de cigares, de cigares, tourner avec des échiquiers, une ambiance de bar. Hein. Et bon, j'avais d'avoir 6 ans, 7 ans, je dis bon, je ne sais pas si on va rester longtemps là-dedans. Il y avait. Puis petit à petit, quand même, j'ai vu des personnages sympathiques et que je me dis, tiens, j'ai vu un monsieur qui est là, un Philippe Borsod, et que tout de suite on a discuté. Je crois que c'est le premier qui a dû me prendre contact avec moi, et Jeannot également, que je connaissais un peu déjà. Et puis, voilà, et puis j'ai vu qu'il y avait des gens qui voulaient apprendre, des gens jeunes à jouer aux échecs, en particulier Jean-Philippe. Il y en avait quelques autres, hein, mais pas beaucoup. Hein, c'était surtout des joueurs qui étaient devant leur échiquier. La passion empêche le développement, quelque part. Hein. Je dis pas qu'on est forcément un peu égoïste hein, quand on a de la passion, parce qu'on s'en fout de savoir si on va partager cette passion avec les autres. Hein. À la limite, même si c'est peut-être mieux qu'il n'y ait pas trop, pour qu'il y ait moins de concurrents, quelque part, dans cette logique-là. Et bien là, j'ai vu qu'il y avait des gens qui pensaient à cela, et on s'est rejoints sur cette pensée. Alors je ne vais pas dire le traditionnel, oui, mais c'était un truc d'équipe. C'est vrai que j'ai donné l'impulsion. Je l'ai donné parce que je connaissais les gens. J'ai commencé par sensibiliser. Je me suis beaucoup appuyé sur 2 ou 3 personnes du club, principalement Jean-Philippe, et que l'idée venait de dire voilà, hein, il y avait déjà le début de penser d'aller dans l'école de Tog, pour commencer à faire ça. Et puis moi, je me suis dit il faut des moyens. Pour avoir des moyens, on peut aussi se faire connaître par un événement, et on monte le premier événement en 1997, le premier Corsican Circuit, qui déjà était le plus grand tournoi de France au niveau de dotation. Parce que bon, j'avais trouvé des partenaires, j'avais convaincu pas mal de partenaires et institutionnels privés pour qu'il y ait une dotation à l'époque qui était considérable. Hein. Je crois que c'est à peu près l'équivalent de 30 000 euros, de 20 à 30 000 euros maintenant, ce qui était considérable à l'époque pour les échecs. Et est arrivé Spassky, Macro, il y avait des tas de joueurs qui étaient arrivés, qui étaient déjà Bologan, qui était venu le premier, Tregogov, qui était le premier américain. Et on a commencé là à parler un peu des échecs, mais surtout, et c'est ce que j'avais dit au départ, et on a encore bien sûr avec les gens, les pionniers de la Ligue Corse, il faut ne pas s'arrêter là, faire un événement pour faire un événement. Alors il y avait une équipe de National 4 Bastia, j'ai vu de National 3 aussi, et je voyais que c'était pas normal comment on fonctionnait. Les peu qui étaient là passaient plus leur temps à aller prendre l'avion pour aller jouer contre des équipes où on arrivait. D'ailleurs, ils n'étaient même pas pour la plupart à prendre le café. On passait, on revenait, c'était quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, on vivait en vase clos.
on vivait, c'était de la consanguinité, c'est-à-dire les meilleurs, les joueurs, etc. Et il y avait, ça commençait, le joueur, des gens sympathiques d'ailleurs, un grand maître allemand, un grand maître italien, un grand maître, etc. Il y avait 2 ou 3 joueurs qui venaient, c'est normal, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens dans les échecs, encore moins à l'époque que maintenant, je vous parle en 98 à peu près, non, même pas 96. On avait quelque chose, et puis voilà, c'était dans cette logique-là. Et moi, un jour, on a fait une réunion, je crois, ça rappelle, j'ai dit, oui, écoutez, moi je pense qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut que, d'abord, qu'on convainque pour construire une ligue en Corse, et puis qu'on développe à partir de la masse. Et la masse, on l'a dans les écoles. Et c'est la stratégie. Et voilà, c'est cette stratégie qui a manqué. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'enseignement dans les écoles, il y en avait quelques-uns dans d'autres régions, etc. Mais ce n'était pas rattaché au monde échiquier. C'était ponctuel, c'était souvent des gens qui, comme ils ne pouvaient pas gagner leur vie à travers des tournois qui étaient peu dotés, donnaient des cours d'échecs, etc. Mais là, j'ai dit, voilà, il faut qu'on monte en puissance au niveau des écoles, et qu'à travers les écoles, on se donne des moyens de faire venir des jeunes. Et l'autre corollaire, c'était la professionnalisation. Parce que le bénévolat, c'est limite. Aller dans des écoles 1 fois, 2 fois, etc. Mais non, il fallait des moyens financiers pour que des gens exercent leur talent à travers cela et se professionnalisent et soient sérieux. Et que l'on organise. Et au niveau de la Corse, la première des choses que j'ai faites, c'est de supprimer les 2 comités départementaux et d'appeler ceux qui étaient déjà en avance sur les réformes institutionnelles pour avoir une cohérence d'action territoriale. Et la création de la Ligue, je suis allé plaider la cause à Nice, le président de la Ligue, le président de la fédération, c'était Jean-Claude Bacquière, qui ensuite qui était d'ailleurs venu au premier tournoi dont je parlais, et qui était devenu un grand ami également, qui était quelqu'un remarquable, avec Stéphane, vous savez que je me permets de le dire, Stéphane, on était tous les 2 seuls le matin autour de son corps, alors que personne n'était venu avant l'enterrement. Alors on était là un peu pour témoigner de cette solidarité lorsqu'il est mort, et on était allé à Montpellier pour l'enterrer. Il est mort trop rapidement, c'était un grand président également. Et en synergie avec la fédération, mais surtout avec notre volonté ici, nous avons développé la Ligue. Alors ça a commencé. Ça a commencé par Jean-Philippe qui était sur Bastia, avec 200, 150, 200. Puis petit à petit, j'ai eu des financements. Je suis allé voir à l'époque le président du Conseil général, Jacob, je suis allé voir le président de l'Assemblée, qui je crois était... c'était à l'époque le président de l'Assemblée de l'exécutif. À l'époque, c'était pas comme maintenant, avec l'exécutif, assemblée. Il y avait juste un président de l'Assemblée qui gérait la collectivité de Corse à l'époque, première mouture, et Majol. Et puis, donc, on a petit à petit, on a eu des financements. J'ai fait même la une de Corse Matin, je me rappelle, parce que nous n'avions pas suffisamment, et j'avais polémiqué, parce qu'il faut toujours polémiquer pour avoir des choses, ça, malheureusement, c'est comme ça. On me voyait, j'avais un ballon dans une main et un échiquier dans l'autre, et j'avais montré les 2 poids, les 2 mesures sur le soutien aux activités, tout le ballon écrasait tout le monde. Donc on a ouvert cette polémique, elle a été bien répercutée. Bon, j'ai utilisé la caisse de résonance que je pouvais avoir, et je l'ai bien utilisée pour avoir le maximum de moyens. Et on est monté en puissance de manière considérable. Moi je le dis parce que c'est pas... C'est prétentieux sans doute, mais c'est la réalité, je ne vais pas la masquer parce que c'est la réalité. Puis c'est un travail que nous avons réussi à faire ensemble. Nous sommes partis de pratiquement d'un budget de 5 000 €, je parlerai en euros, on est arrivé à pratiquement 1 million d'euros. Progressivement, par le travail de terrain, on est parti d'un salarié qui a commencé à vendre à jusqu'à 18 salariés. 18 salariés de la Ligue. En CDI, payés correctement, avec des salaires pas loin des professeurs d'école, il faut dire les choses comme elles sont, avec des conditions sociales plus que correctes, nous sommes montés en puissance de manière impressionnante. Le budget de la Ligue équivalait au budget de toutes les autres ligues françaises. Pour donner une idée, c'est-à-dire qu'on est sur une planète spéciale. Parce qu'au départ, nous avons eu une stratégie et qu'on s'y est tenu. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait ces équipes de National 3, National 4,
On a stoppé. On a tout mis dans la formation au niveau des jeunes pour pouvoir employer et pour avoir... Et ensuite, on a créé, je dirais, tactiquement, on a mis au point des moyens, y compris dans la forme des tournois, qui étaient non pas issus de la tradition échiquéenne, élitiste, mais au contraire, de la vulgarisation du jeu pour en parler plus près des gens, plus près des intelligences, et commencer tout petit. Parce que ce que ne comprennent pas la plupart des joueurs d'échecs, surtout de haut niveau, hein, moi je discutais avec des gens qui ne comprenaient pas que le langage qu'ils parlent, il n'y a qu'eux qui le comprennent. Je me rappelle une fois, il y a un grand joueur qui s'appelle Miguel Short, qui était avec moi, il était venu à Ajaccio, je ne sais pas si tu te rappelles. Il passait, il regardait les jeunes jouer, il y avait tous les scolaires qui jouaient. Il m'a dit, Léo, je n'ai jamais vu autant d'erreurs de ma vie que depuis que je... J'ai dit, parce que tu n'as jamais vu de joueur d'échecs. J'ai dit, tu n'as vu que des grands joueurs comme toi, mais les joueurs d'échecs, ils sont plus proches d'eux que de toi. Et ça, ils ne le comprennent pas. Ils ne comprenaient pas. Certains ont commencé à le comprendre. Et c'est pour ça que cette vulgarisation, elle s'est faite aussi dans la forme des tournois. On a privilégié le blitz. On a privilégié les parties rapides. Parce que nos échecs, pour ceux qui seraient des profanes, il y en a quelques-uns peut-être dans la salle, les échecs, pour jouer aux échecs des compétitions traditionnelles, aujourd'hui, il faut être millionnaire, ou professionnel, ou maso, ou autrement retraité, qui n'a rien à faire, parce que ça dure 7 ou 8 jours, c'est des parties qui n'en finissent pas, etc. Ça, c'est bien pour mesurer la grande force échiquière, quoique, à la limite, on pourrait proposer que les joueurs jouent éternellement, hein, pour savoir quel est le plus fort, on ne limite pas, il passe 10 jours, on est en face de l'autre. Mais ce fondamentalisme qui dit qu'aux échecs, il faut des grandes parties, une partie longue pour voir la valeur, c'est du pipeau. Parce que quand vous faites des tournois de parties rapides, qui vous voyez parmi les meilleurs? Toujours les mêmes. C'est le même tour. Et mieux même, je le dis aujourd'hui, l'accélération des cadences est une condition sine qua non qui est toujours du jeu d'échecs dans les 10 ans qui viennent. Parce qu'avec l'évolution, à l'époque, pour qu'un joueur analyse des parties, il lui fallait un staff. Alors les Russes étaient les plus forts, ils avaient plein de remèdes, etc. Maintenant, même un joueur qui habite au Qatar, hein, il a avec lui, il va avoir avec un ordinateur, il va avoir pratiquement la même assistance que va avoir l'autre. Je ne dis pas que les coachs ne servent à rien, hein, mais je veux dire qu'il n'y a plus le même distorsion qu'il pouvait y avoir entre un grand maître français, il y en avait très peu à l'époque, ou italien, qui arrivait avec son talent, et puis des écuries qui arrivaient avec tous les grands qui aidaient dans les analyses-là, ils ont tout à leur portée. Mais tout ça, ça veut dire qu'à un moment donné, à un haut niveau, le jeu aujourd'hui devient insipide. Il est peut-être très subtil dans la variation du 20e coup, la sous-variante et les trucs comme ça, mais pour l'impact économique, c'est catastrophique. Ces parties, personne ne les regarde. Lorsqu'on essaye de regarder un peu l'échec aujourd'hui, vous voyez que Chess 24 français, qui était remarquable, etc., ferme la porte. Alors que c'était financé par Magnus Carlsen, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pratiquement personne qui regarde ça. Il y a quelques dizaines de personnes, des centaines dans des trucs comme ça, parce qu'il y a du mercato. Qui va se mettre pendant 5 heures devant sa télévision? Donc, on voit très bien que ce que je disais il y a 30, 25 ans, et ce que je dis aujourd'hui, c'est pratiquement la même chose. Je pense qu'on ne peut pas changer les choses, et ce n'est pas bon, il n'y a pas qu'aux échecs que ça s'applique, si on n'a pas une stratégie et si on ne sait pas où on veut aller, où veut-on aller. Les échecs, pour qu'ils vivent, ils doivent avoir des moyens économiques. Et pour avoir des moyens économiques, parce qu'il faut avoir des grands joueurs, hein, c'est pas, hein, il faut qu'ils émergent de la masse, il faut avoir véritablement un sport populaire. Et pour avoir un sport populaire, il faut avoir l'enseignement généralisé dans les écoles en lien, en synergie avec les écoles, et donc avec une stratégie partant de structures, d'espèces de communautés de communes des clubs, parce que là aussi, c'est ce que j'ai appris aux échecs. L'erreur majeure que commettent la plupart des clubs, c'est qu'ils ont un esprit campaniliste, un esprit vous avez par exemple à Marseille, à Paris, vous avez des dizaines de clubs qui n'ont qu'un contact les uns par rapport à les autres. Et maintenant, ils sont presque tous disparus d'ailleurs, il y en a de moins en moins, mais à un moment donné, ils étaient là, au lieu de faire une communauté de clubs et d'aller voir
des partenaires financiers, ils se disputaient le peu de subventions qu'ils avaient, ils n'avaient aucune force de frappe parce qu'ils étaient balkanisés et ils n'arrivaient à rien. Donc là, la Ligue a été une structure homogène qui discutait, et à partir de là, les formateurs qui ont été créés autour de réalités scolaires, et en intervenant dans le temps scolaire, puisque nous avons réussi aussi à avoir cette convention, la première convention qu'il y ait eu avec l'éducation nationale, elle a été faite en Corse, dans l'enseignement dans le temps scolaire. Elle a inspiré ensuite celle qui a été conclue par la Fédération française, puisque j'étais vice-président à l'époque, nous avions signé, avec, je ne me rappelle plus comment il s'appelait le ministre de l'époque. Hein? Jules de Robien, je crois. Oui, voilà. Avec Jules de Robien, nous avons signé une convention qui est toujours appliquée là maintenant, qui était née de notre expérience. Voilà. Ce que je veux dire, parce que je pourrais parler des heures de cette expérience, moi je conclurai là-dessus. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'expérience politique m'a beaucoup servi. Il est sûr que politiquement, et la situation secrète à la réflexion, la situation en Corse et aussi internationale, quelque part, politiquement, j'ai toujours été persuadé que la fin ne justifiait pas les moyens et que c'était la manière dont on faisait les choses, le chemin qui déterminait les faits. Et que c'était la construction, la façon dont on s'organisait qui permettait d'arriver à des résultats vertueux. Aux échecs, nous sommes parvenus à des résultats vertueux parce que nous avions un objectif, c'est de populariser ce jeu et d'avoir une cohésion autour de ce développement et de ne pas céder à toutes les tentations, d'avoir la meilleure équipe, ceci, d'avoir ceci. Et non, nous avons développé ce jeu de manière socio-éducative en misant sur ces qualités socio-éducatives essentielles qui sont le respect de l'autre, le respect de l'être, et aussi l'humilité qui est indispensable avec, pour ne pas rentrer dans des analyses binaires qui sont suicidaires pour la société. Et moi, je crois que les échecs, ils ont un grand avenir. Parce que précisément, et tout à l'heure j'étais très intéressé par ce que tu disais, par rapport à ce que peuvent apporter les échecs, parce que je crois que la réflexion qu'ils suscitent empêche l'immédiatisme et empêche de bâcler les débats ou de bâcler les analyses et de ne pas faire des catastrophes. Et je crois que les échecs sont un atout considérable. Ce n'est pas un hasard si on fait allusion aux échecs de notre rapport de politique. C'est systématique. L'autre jour, j'entendais un commentateur de ces chaînes qui sont habitués au médiatisme, qui disait c'est pas vrai, Poutine n'est pas joueur d'échecs, contrairement à ce qu'il dit. Il dit ça parce qu'il veut passer pour un stratège, etc. On le voit même à travers cette chose, ce que représente dans la symbolique des gens les échecs. C'est un jeu où on est intelligent, on est stratège, où on peut développer. C'est vrai, mais encore faut-il comprendre l'essentiel, c'est qu'on ne peut pas développer si on ne se tient pas à cette stratégie qui essaie de développer pour le plus grand nombre et de responsabiliser les gens. Là, en l'occurrence, des joueurs, mais dans une société, c'est la même chose. C'est pour ça que moi, je suis autodéterminationniste. Pour moi, l'autodétermination, ce n'est pas un scrutin, c'est une façon d'être, d'essayer de se renforcer par l'expérience, par les solidarités, par les complémentarités. L'autre jour, j'ai lu un rapport de l'ONU sur les analyses du monde, sur les perspectives du monde, et il renforce en tout point mes convictions. Nous sommes rentrés dans cette, je ne me rappelle plus le terme scientifique pour qualifier notre ère actuelle, qui est depuis que la fin des années, la révolution industrielle qui modifie, que les individus modifient la planète, ça a un nom, c'est un truc... Voilà, tout à fait. Donc, depuis cette période-là, qui est en train de modifier tout, nous modifie, nous sommes en pleine évolution, au sens propre du terme, nous devons en tenir compte, y compris dans nos réponses. Et au niveau des échecs, je crois que la stratégie corse est la bonne. Je sais que l'équipe autour d'Aka qui est là, elle est fabuleuse, elle a bien sûr des difficultés, je le dis sincèrement, dans la mesure où il y a eu ce Covid qui a déstabilisé tout. Ce n'est pas du tout, les gens disaient, oui, mais Léo, tu comprends, non, ça ne tient plus à moi les échecs en Corse. J'y ai contribué, mais ce qui tient à le développement de la stratégie corse, c'est ce rôle qu'a la Ligue corse, et cette cohérence territoriale qu'il y a, et la qualité, elle est là pour continuer, et puis moi je serai toujours bien sûr à vos côtés, vous le savez. En tout cas, je voulais vous dire, parce que je suis quelqu'un d'angoissé aujourd'hui, vous le savez, comme tout le monde, je suis très troublé par le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, peut-être parce que je suis, en arrivant à mon âge, même si je ne suis pas trop vieux non plus,
se pose des questions. Il y a certaines choses qui paraissaient évidentes pour nous à l'époque, elles paraissent moins évidentes aujourd'hui. Et que tous ces analyses sommaires, ces yaka et ces rejets de l'autre, ce sont des choses qui sont fondamentalement, à mon sens, suicidaires. Et pour sortir d'un suicide collectif, les échecs ont leur rôle, à leur place, pour dire aux gens, voilà, on existe. On peut se responsabiliser. Et le sort d'une partie ne dépend pas parce que en face de moi, il y a quelqu'un qui triche, non. Ou en face de moi, il y a quelqu'un qui joue avec les noirs, moi je joue avec les blancs, non. Elle dépend de ma capacité à être face à moi-même et à prendre mes responsabilités tout en respectant celui que j'ai en face de moi. Et ça, c'est une leçon politique de haut niveau. J'espère qu'elle pourra être diffusée dans ce monde-là aujourd'hui, où souvent on va au plus court pour peut-être rester dans le déni qui satisfait pas notre conscience. Voilà, merci. Merci beaucoup, Léo. Donc, cette intervention, ton intervention, l'historique de la Ligue qui montre un peu cette massification des échecs au service de l'éducation en Corse. Juste quelques chiffres, je crois que la Ligue Corse, depuis qu'elle existe, a formé 50 000 jeunes, à peu près 50 000 jeunes, sur une population de 350 000. Donc vous voyez à quel point le sport échec est prégnant dans la société corse, et tout ce que ça apporte dans l'éducation à nos enfants, tout ce que ça apporte dans apprendre à réfléchir, à réfléchir, le temps de la réflexion également, comme tu disais. Voilà. Et les échecs donc sont un réel apport, je dirais. Ils ont toute leur place dans tous les strates de l'éducation, depuis l'école primaire et maintenant peut-être donc au sein de l'université auprès de nos étudiants qui en ont fait depuis primaire, collège et lycée, et ce serait la continuation logique. Les échecs comme une matière d'excellence, je dirais donc compatible avec les études supérieures. Voilà. Je peux prendre juste un exemple et après on fera une pause café. Juste l'expérience ou l'exemple du comité directeur, des jeunes qui m'entourent lorsque j'ai succédé à Léo en 2020. Voilà, le comité directeur de la Ligue compte une quinzaine de membres. Voilà. Et tous ces jeunes sont des étudiants, sont des... donc j'ai deux jeunes qui sont à l'école d'ingénieur ici, à Polytech. La plupart des jeunes, j'ai un docteur en physique, j'ai un docteur en informatique, j'ai un docteur en droit. J'ai aussi un vrai docteur, je dirais, parce qu'il faut un médecin, parce que les échecs sont un sport. Voilà. Mais ce sont tous des jeunes, et ce sont des jeunes qui ont grandi avec la Ligue. Ce sont des jeunes qui en ont fait à l'école primaire, qui sont venus à la Ligue, qui ont fait des championnats de France avec nous. Et ces valeurs de respect que tu disais sont des jeunes qui veulent rendre un peu ce que les échecs leur ont apporté. Donc on a une espèce de cercle vertueux, un cercle vertueux qu'on retrouve également dans cette massification, et vertueux en ce sens où, voilà, de par l'expérience, avoir côtoyé Léo pendant 20 ans, voir un peu comment il travaillait, voir sa stratégie, 20 ans de massification fait qu'il y a une élite, un moment, qui sort quasi automatiquement. En quelque sorte, je vois dans les championnats de France qui auront lieu dans une semaine, nous allons à Agen faire les championnats de France, la Ligue Corse a beaucoup de champions de France parmi les jeunes. Et nous ne faisons presque pas exprès. Voilà, c'est bizarre à dire parce que ce n'est pas notre objectif premier. Notre objectif premier, c'est ce travail socio-éducatif, c'est cet apport des échecs comme matière transversale auprès de nos jeunes. Mais nous avons une telle masse que ça devient un cercle vertueux et nous essayons, autant que faire se peut, de notre mieux, d'accompagner les jeunes dans l'élite. Mais notre première force, c'est vraiment cette massification. Voilà, et je voudrais remercier Léo, ici publiquement, pour tout le travail extraordinaire qu'il a fait pour les échecs, moi, en tant que fan des échecs, en tant que joueur d'échecs, voilà, et également pour cette jeunesse corse et pour la Corse d'une façon générale. Merci Léo. Voilà, si vous voulez bien, on fait une petite pause café pour discuter un peu et après on continuera avec le grand maître Bologan.